J'ai à côté de moi un homme qui a double casquette. Eh oui. Il a commis une pièce de théâtre qui continue à se jouer depuis combien d'années ? 5 ans. Depuis 5 ans, donc ça fait 5 ans qu'on se connaît. Qui continue sa carrière au théâtre du Palais Royal, La Machine de Turin, ou Turing. Ouais, Turing. Turing, ben mais voilà. des francophones disent Turin souvent, mais on peut dire Turing. Oui, mais il y a quand même le G à la fin, Ouais. c'est pour ça que je pose la question. Ouais. Et là, cette fois-ci, il garde sa double casquette, il a écrit, et il joue dans La Maison du Loup. Cette fois, c'est un théâtre un petit peu plus petit que le Palais Royal. Quoique, comme on s'est rencontrés il y a 5 ans au Théâtre Michel, C'était le plus petit, oui. 336 places, et le rive gauche, 400. Bon, voilà, donc... Mais t'as raison, le Palais Royal, 700. Oui, voilà. Alors, comment on arrive à se dédoubler ? C'est-à-dire, qui est-ce qui prend la place de l'autre ? Le comédien est plus important que l'auteur, ou l'auteur prend le pas sur le comédien ? Pour te répondre, je dirais que le comédien est plus ancien que l'auteur. C'est-à-dire que le comédien exerce son métier depuis pas mal d'années maintenant, et l'auteur est venu plus tard. Donc c'est un peu le comédien qui tient la main de l'auteur. C'est-à-dire que l'expérience du comédien remplace un peu le côté novice, ou aide le côté novice de l'auteur. Je n'ai pas écrit beaucoup de pièces, j'en écris pas depuis longtemps, mais l'expérience d'avoir beaucoup joué m'a fait peut-être un peu savoir ce que pouvait être un bon personnage, une bonne situation, une réplique qui fait mouche. Donc voilà, c'est pour ça que j'écris pour l'instant des pièces que je joue, mais dans la prochaine, d'ailleurs je te le dis, je la mettrai en scène mais je la jouerai pas. Et c'est... Troisième casquette. Ouais, c'est vrai. Et là, voilà, j'essaie de raconter des histoires qui me touchent, et je dirais presque aussi, voire surtout, donner des très beaux rôles à des comédiens, en l'occurrence dans La Maison du Loup, à Anne Plantet, à Maury de Crayancourt et à moi. Quand tu écris, tu penses déjà à ton personnage, à qui tu vas jouer, ou c'est bon, on verra bien. J'ai vraiment écrit le rôle de Charmian London dans La Maison du Loup pour Anne, et en écrivant les 2 rôles de garçon, je me projetais un peu dans les deux. Je crois que j'avais besoin de me projeter dans les deux, parce que Jack London, c'est l'écrivain, donc à travers lui, je parle de ma peur d'écrire après le succès. Je me cache un peu derrière lui pour dire des choses très intimes de moi, comme le font souvent les auteurs. Et Ed était peut-être une autre partie de moi-même, et au moment de faire le choix de l'interprétation, j'ai fait une lecture avec mon producteur, avec mon metteur en scène. Je lisais le rôle de Jack, et à la fin de la lecture, avant que qui que ce soit dise quoi que ce soit, j'ai dit bon, j'ai pris le texte de l'acteur qui lisait Ed, et je lui ai dit voilà, on inverse, et j'ai senti d'évidence que j'étais fait pour jouer Ed et pas Jack. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui, et c'est Amaury qui joue Jack, et c'est merveilleux comme ça. Alors, tu vas peut-être nous dire un peu de quoi il est question, puisque là tu dévoiles... C'est vrai. Jack. Ouais, Jack London. Je parle de Jack, c'est Jack London. La pièce La Maison du Loup raconte les circonstances de l'écriture du dernier roman de Jack London. La Maison du Loup, c'était son ranch, sa maison idéale, son palais dans les bois, le symbole aussi de sa réussite, de sa gloire et de sa fortune. Mais là où les choses se compliquent pour Jack London, c'est que c'est un homme qui s'est élevé par la rage d'y arriver, par la rage de réussir, de devenir un grand écrivain célèbre et riche. Et quand il le devient, il perd cette rage qui était son moteur. Et c'est dans cette situation qu'on le trouve, et c'est dans cette situation que sa femme ne veut pas qu'il s'empêtre et qu'il s'enlise, et qu'il se mette à devenir plus un alcoolique qu'autre chose. Et elle découvre dans un article un garçon que je joue, qui se bat pour sauver un autre de la pendaison, et elle trouve dans cet article une telle rage, une telle étincelle, une telle flamme, qu'elle se dit voilà exactement ce que Jack a perdu, ni une ni deux, je n'ai qu'à convoquer ce qu'elle croit être un journaliste, l'auteur de ce papier, et on va découvrir qu'en fait c'est pas un journaliste, mais c'est le personnage qui a vraiment vécu ce qu'il raconte. Il se bat pour sauver un co-détenu parce qu'il a lui-même été emprisonné, torturé en prison, et c'est cette histoire qu'il va finir
avec pas mal de difficultés, à lâcher à Jack, à donner à Jack, et Jack va s'en emparer pour écrire son dernier grand chef-d'œuvre, Le Vagabond des étoiles, qui est un roman qui, à sa sortie, va provoquer une réforme du système pénitentiaire. Donc la pièce parle d'amour, d'inspiration, et peut-être au-delà de tout, de la puissance de l'esprit sur le corps, la puissance de l'inspiration, la puissance du désir, la puissance de l'écriture, et la puissance de la résilience avec laquelle ce détenu s'en est sorti en prison, parce que ça, je ne peux pas le dévoiler, mais il va raconter comment il s'en est sorti, et là encore, c'est son esprit qui leur a permis de dominer la torture qu'on a fait subir à son corps. Et comment le sujet est arrivé entre les mains de Benoît Solès ? Après Turing, il y a eu une espèce de vertige qui était de me dire, mon Dieu, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter, et surtout, comment je vais faire pour oser écrire après avoir eu beaucoup de succès. Ça a quelque chose de magnifique et de paralysant aussi. Et j'étais embêté, j'avais pas beaucoup d'idées. Et puis à Avignon, en 2019, lors du deuxième Avignon, celui d'après les Molières, on jouait Turing avec Amaury. En remontant la rue des Teinturiers, je suis arrêté dans une petite librairie, les gens d'Avignon la connaissent sans doute très bien, en remontant la rue des Teinturiers à droite, et le libraire avait fait dans sa vitrine un patchwork de romanciers qui parlent du voyage. Et moi j'avais cette idée, j'avais l'idée du voyage, j'adore les films qui parlent du voyage, d'aventure, genre Into the Wild, j'avais cette idée-là, j'avais un instinct, je m'étais dit tiens, il n'y a pas beaucoup de pièces qui se passent sur un bateau, qui racontent une expédition. Bon, je rêvais à ça, et puis je vois cette vitrine où il y avait Martin Eden, Sur la route de Kerouac, L'île au trésor de Stevenson. Et j'entre et je me dis, tiens, c'est marrant, voilà des livres qui pourraient me trotter dans la tête. Et j'ai pris l'exemplaire de Martin Eden, de Jack London, et en retournant le livre, sur la 4e de couverture, il y avait marqué son chef-d'œuvre avec Le Vagabond des étoiles. Et Le Vagabond des étoiles, c'est ce fameux livre dont on raconte dans La Maison du Loup la genèse. Je ne le connaissais pas. J'ai lu Le Vagabond des étoiles et tout est parti de là. Et comme toujours, un peu comme avec Turing, en faisant des recherches, je dirais presque en enquêtant, j'ai fini par découvrir que le prisonnier que je joue avait vraiment existé, que cette rencontre avait vraiment eu lieu, même si on n'en savait rien, et qu'un homme qui avait vécu ce parcours en prison avait vraiment transmis son histoire à Jack London. Et c'est cette rencontre que j'ai inventée, imaginée, en m'appuyant sur la réalité biographique de la vie de l'un et de l'autre. Mais tout ce qui est dit dans la pièce est inventé. Il y a 2 répliques prises à Jack London, 2 citations et données comme telles, une au début ou à la fin, mais sinon, sur une base vraisemblable, j'ai brodé une grande histoire d'amour, d'amitié et d'inspiration. Alors là, on est assis sur un bateau. Sur un bateau. Voilà. Tu vois, l'idée de départ est restée. L'idée de départ est restée. On est sur un bateau. Derrière toi, oui, si, on le voit maintenant. Il y a une roue de navire là. Il y a Pardon, elle est là. Voilà. Et on est sur un bateau parce que j'ai imaginé, même si c'est complètement faux, que dans cette maison du loup, Jack avait gardé sa vieille chaloupe, celle de sa jeunesse quand il était pilleur d'huîtres dans la baie de San Francisco. Et cette chaloupe échouée, elle représente un peu sa jeunesse et ses idéaux échoués comme ça. Et dans la pièce, on verra que peut-être au gré de l'inspiration ou des souvenirs, elle reprendra la mer. Et Jack nous emportera dans ses voyages, le Klondike, le Grand Nord, les expéditions maritimes, parce que c'est ça Jack London, c'est quand même, il faut le dire, Martin Eden, on en a parlé, c'est l'appel de la forêt, Cro-Blanc, le loup des mers, un écrivain aux 1000 vies, un vagabond génial, un homme engagé. Et évidemment que s'il est en difficulté au début de la pièce, on va le retrouver aussi, on va le voir revivre ses aventures et retrouver, j'espère, l'étincelle créatrice. On va quand même dévoiler à tout petit quelque chose. On ne voit pas de loup dans cette maison du loup. On en voit et on n'en voit vaguement, pas. Oui, alors on en voit parce que en fait la pièce se passe entre chien et loup, c'est-à-dire cette espèce d'heure mystérieuse à la tombée du soir qui n'est pas encore la nuit. Et Jack se décrit lui-même comme une espèce de loup solitaire et mon personnage se décrit plutôt comme un chien enragé. Donc on a quelque part, de façon métaphorique, Jack,
le vieux loup de mer, Charmian, la louve protectrice, et Ed, le chien enragé. Et ces trois-là vont se renifler, se tourner autour, se mordre un peu, se lécher un peu, si je puis dire, pour rester dans la métaphore animale, et puis se former une espèce de meute, d'amitié, d'où va jaillir évidemment l'étincelle de la création. Je crois que on peut voir la pièce en connaissant Jack London, on peut la voir sans le connaître, et j'espère qu'à la fin de la pièce, on a envie de lire ou de relire Jack London, parce que c'est quand même un écrivain génial, magnifique. C'est un peu, ça a été un peu ma réaction. Moi, je l'ai vu le tout premier soir, toute première représentation avec une salle. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de potes dans la salle à ce moment-là, mais la salle a fait un triomphe, il faut le dire, et bien mérité, puisque à la sortie, il y a toujours quelqu'un pour me dire « Alors, t'as trouvé comment ?» Et j'avoue que c'est vrai que j'ai adoré la pièce, que c'est c'est la première bonne surprise de la rentrée. Si, j'ai vu Chouquette. Ah, super. Ça, j'ai trouvé ça superbe. Et d'ailleurs, si je dis ça, c'est parce qu'ils étaient là le soir de la première. Ah, génial. Que je les ai et qu'on a discuté quelques secondes à la fin. Mais c'est les rares pièces, là, ça commence. On va en voir. Hein, Mais je crois que la pièce, elle plaît d'abord parce qu'elle a, paradoxalement, des qualités, ce serait prétentieux. Elle a une apparence de pièce un peu de l'ancien temps. Je m'explique, ne partez pas. C'est parce qu'en fait, on installe les personnages, on installe une ambiance, il y a un très beau décor qui ne change pas. Simplement, la nuit tombe. On joue nos personnages sans varier et jouer le père, la mère, le fils, le je ne sais quoi. Et donc, je crois que les gens sont surpris et finalement séduits, j'espère, par cette progression, cette connaissance presque intime qu'on va avoir des personnages. Et la pièce va comme ça, monte crescendo dans leur révélation, dans des scènes de plus en plus fortes, de plus en plus surprenantes. Et les gens me disent à la fin, mon Dieu, on s'est laissé embarquer dans une atmosphère, dans une époque, dans la vie de personnages. Et ça nous a fait un choc par rapport à des spectacles que j'adore et dont Turing pourrait être plus de la race de Turing. Des spectacles, tu sais, très rythmés, très séquencés, très flashbackés, tout ça. Et bien celui-là amène une autre expérience que je crois les gens sont contents de vivre. Identité de temps, de lieu. Ouais. Voilà, on respecte les règles de l'ancien théâtre. Ouais, du théâtre classique, ouais. Un lieu, une soirée et 3 personnages, même si en vérité à un moment, celui qu'on ne doit pas révéler, celui où mon personnage raconte son passé, là on a presque un grand flashback, puisque plus que raconter cette scène, il la revit, mais ça il ne faut pas le dire. Je dirais absolument rien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant ? Parce que tu as eu un succès monumental, et je le répète, ça continue. Je ne sais pas pour combien de temps encore au Palais Royal. La jauge est toujours assez haute. Il y a beaucoup de monde, c'est la 5e saison. D'ailleurs, je continue de jouer la pièce. Une fois par semaine, je joue Turing à 19h, je saute sur un vélo et j'enchaîne avec la Maison du Loup. Oui, je sais, parce que il y avait des soirs où tu ne pouvais pas donner l'interview, justement à cause de ça. Et ce qu'on peut me souhaiter, bien sûr, c'est que la pièce ait du succès, que les gens aient la curiosité de venir découvrir ce que cette même équipe, Tristan Petitjard, la mise en scène, toute l'équipe artistique, à la vidéo, à la musique, au costume, au décor a fait. Découvrir Anne Planté qui est magnifique dans le rôle de Charmian, retrouver Amaury et moi, j'espère qu'ils viendront faire ce voyage avec nous. Bien sûr qu'on souhaite d'avoir du succès, mais moi ce que je me souhaite avant tout, c'est de continuer à faire du théâtre longtemps, à vivre plein d'aventures, à aller voir les copains, à souhaiter aux copains plein de succès et à échanger aussi avec le public. Les gens restent parfois le soir sur le trottoir à la fin de la pièce, on parle parfois pendant longtemps, on fait des rencontres et c'est ça qui est le plus beau, je trouve. Est-ce qu'il y a des pièces de cette saison que tu as déjà vues et que tu pourrais conseiller? On va oublier les déconseiller. Alors, ok, je me lance. Je peux pas voir des pièces
en ce moment à Paris parce que je Oui. joue tous les soirs, mais je suis allé évidemment à Avignon et je vais citer 2 seuls en scène parce que je sais qu'ils sont exceptionnels. Il y a celui de Franck Desmet sur Kessel. C'est absolument fabuleux. Il est extraordinaire. Il sera certainement bientôt devant ce même micro. Et puis je vous recommande aussi d'aller voir Alexis Moncorgé dans son seul en scène qui s'appelle 1528. Eldorado 1528. Oui. Alexis est un merveilleux comédien, une très belle personne. Il s'est façonné un seul en scène avec lequel il y a peut-être une certaine proximité avec la Maison du Loup parce qu'il nous emmène en voyage dans un récit de voyage et d'humanisme. Et il joue plein de rôles. Et ouais, mais il est vraiment merveilleux. Voilà. Coup de cœur. Bah, c'est exactement les 2 personnes que j'attends en interview bientôt. Très bon choix. C'est vrai que j'ai aimé les 2. Ouais, ils sont super. Et c'est des beaux spectacles. Voilà. Des beaux spectacles avec des beaux acteurs et qui sont des belles personnes. Oui. Que je connais. Maintenant, tous les 2 sont passés devant cette caméra. Ils repasseront encore comme toi. J'espère, pour la prochaine pièce. Bah écoute. L'année prochaine, création Avignon 24, ça s'appelle Le secret des secrets. Ah bah c'est donc un vrai secret, hein. Mais tu le dévoiles. Moi, Avignon, c'est un site, donc je vais pas à Avignon. Moi, j'attends de le voir à Paris. Toujours. Alors, janvier 25, j'espère. Janvier 25, on verra bien. Ok. Merci Benoît. Merci à toi.